Merci beaucoup. Tout d'abord, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Jumu'ah Mubaraka. Et je voulais remercier l'ADN encore une fois pour l'invitation. Ça me fait plaisir de retrouver mes amis, mes collègues et toutes les personnes que j'ai déjà eu le plaisir de rencontrer. Et donc, quand Dr Sqat m'a parlé de notre congrès d'aujourd'hui, j'ai accepté avec grand plaisir. Je vais faire un aller-retour, mais je ne raterai pas cette occasion pour rien au monde. Donc, effectivement, je pense que c'est une belle transition de parler après le professeur Jafar Heikel qui a parlé du sujet âgé, de la dénutrition, de la déshydratation, qui sont des facteurs de risque d'infection urinaire. Et l'infection urinaire est toujours d'actualité, c'est vrai que c'est un sujet classique, mais avec les nouvelles thérapeutiques utilisées, notamment les inhibiteurs des SGLT2, je ne sais pas, vous avez dû constater qu'il y a une recrudescence, c'est un des effets secondaires des SGLT2, et donc c'est l'occasion de mettre à jour les recommandations. Donc pour cela, pour ma présentation, je me suis basée sur plusieurs recommandations et actualités. Alors, notamment, il y a les recommandations de la Société de pathologie infectieuse de langue française qui date de 2018. Et également, il y avait une publication en 2020 qui avait comparé ces recommandations avec les recommandations européennes. Et la dernière mise à jour des recommandations européennes date, elle, de 2022. Donc, durant toute ma présentation, je vais en parler des deux parce que certaines paraissent plus adaptées que d'autres en fonction de notre contexte clinique. Donc, d'abord, avant de parler du vif du sujet, je vais parler d'abord de la nouvelle terminologie, de la nouvelle classification des infections urinaires. On verra que c'est à peu près la même, européenne, américaine et autres. Toutes les recommandations s'accordent sur la terminologie et la classification. Les principes de l'antibiothérapie probabiliste, je n'ai pas le temps en 30 minutes de parler de physiopathe, je vais parler d'aspects pratiques. Et puis, je vais me consacrer aux infections urinaires simples, les infections urinaires risque de complications, les infections urinaires récidivantes, qui est un sujet d'actualité surtout en médecine générale, la bactériurie asymptomatique et les infections urinaires au cours de la grossesse si on a le temps à la fin. Donc, en termes de terminologie, on ne parle plus d'infection urinaire du bas et du haut appareil, ce n'est plus d'actualité, mais on parle de différencier entre une infection urinaire simple et une infection urinaire dite compliquée chez les Européens, les Anglo-Saxons, ou à risque de complications pour les Français. Donc, différencier infection urinaire simple de l'infection urinaire à risque de complications. Qu'est-ce qui nous permet de différencier ces deux entités? C'est la possibilité du risque vers le choc septique et l'urosepsis. L'infection urinaire simple, comme vous le voyez ici, c'est la cystite, la pyélonéphrite et l'infection urinaire récurrente, à faible risque d'évolution vers l'urosepsis et qualifiée d'infection urinaire simple. Mais une cystite, une pyélonéphrite ou toutes les autres, et surtout l'infection urinaire masculine, peut être qualifiée à risque de complications parce qu'elle a un haut risque d'évoluer vers l'urosepsis. Donc, pour bien préciser les choses, la seule situation, je dis bien la seule situation, où on parle d'infection urinaire simple, c'est une patiente déjà, ce n'est pas un patient. C'est une patiente qui n'a aucun facteur de risque de complication. C'est-à-dire, une infection urinaire simple concerne une femme jeune qui n'a aucun antécédent et qui n'est pas enceinte. En dehors de cette situation, toutes les recommandations sont d'accord pour dire que c'est une infection urinaire, toutes les autres sont des infections urinaires à risque de complications. Donc la seule situation où c'est une infection urinaire qui est qualifiée de simple, c'est ce cas-là. Et donc, il peut s'agir d'une cystite aiguë simple chez une femme jeune non enceinte ou d'une pyélonéphrite aiguë simple chez une femme non enceinte, une jeune femme. Toutes les autres sont qualifiées à risque de complications, notamment quand il existe une anomalie fonctionnelle ou organique de l'arbre urinaire ou bien quand on a un terrain à risque, un sexe masculin. On nous l'a toujours appris, une infection urinaire chez un homme à traiter comme une prostatite jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est un facteur de risque de complications, la grossesse, l'âge au-delà de 65 ans quand on a des critères de fragilité qu'on appelle des critères de Fright, c'est la perte de poids, la vitesse de marche, ou bien au-delà de 75 ans. Également, l'insuffisance rénale chronique à moins de 30 est un facteur de risque.
de complications et l'immunodépression. Qu'en est-il du diabète? Alors, les recommandations françaises ne reconnaissent pas le diabète comme facteur de risque de complications, mais la mise à jour des recommandations européennes, elle, considère que le diabète est un facteur de risque de complications puisqu'il peut engendrer un état d'immunodépression. Alors, j'ai parlé des infections urinaires simples et des infections urinaires à risque de complications. Il y a aussi une autre notion, c'est la notion d'infection urinaire grave. Infection urinaire grave, ça peut être une pyélonéphrite ou une infection urinaire masculine avec des signes de gravité. Et là, on peut être devant deux situations. Soit ce qu'on appelle un urosepsis, c'est-à-dire un état de sepsis qu'on peut évaluer par ce qu'on appelle le Quick SOFA. Le Quick SOFA, comme vous le voyez, ce sont 3 critères: pression artérielle systolique à moins de 10, altération de l'état de conscience et une tachypnée au-delà de 20. Dès que vous avez au moins 2 critères, vous avez un patient qui est en état d'urosepsis avec un Quick SOFA supérieur ou égal à 2, et donc ça signe une forme grave. Le stade ultime, ultérieur, beaucoup plus grave, c'est le choc septique qui, lui, a une définition beaucoup plus précise, c'est-à-dire on parle de choc septique d'origine urinaire ou autre quand on est obligé d'utiliser des drogues vasoactives pour maintenir une pression artérielle moyenne au-delà de 65 mm de mercure, ou quand le taux de lactate est au-delà de 2 mmol par litre, et là, ça définit le choc septique. Autre définition, quand est-ce qu'on parle d'infection urinaire récidivante? Alors, on parle d'infection urinaire récidivante quand le patient présente plus de 3 épisodes par an, ce sont les dernières recommandations européennes, ou bien si dans les 6 mois, il en a fait minimum 2. C'est là où vous êtes en droit de parler d'infection urinaire récidivante. Et puis, vous avez la notion de bactériurie asymptomatique, vous la connaissez. La bactériurie asymptomatique, c'est-à-dire c'est la colonisation bactérienne par des germes, sans pour autant que la leucocyturie soit présente ou pas, et sans pour autant que les signes cliniques soient présents ou pas. Alors, les recommandations s'accordent à dire que pour la retenir, il faut d'abord un seuil de 10 puissance 5. Un seul prélèvement suffit chez un homme pour la retenir. Pour la femme, il en faut 2. Et cette bactériurie asymptomatique a une indication elle a une importance dans 2 indications. La femme enceinte, où il faut la traiter, parce qu'il y a un risque de prématurité et plein d'effets secondaires, et également en préparation à toute intervention urologique avec effraction de la muqueuse. C'est-à-dire, par exemple, une cystoscopie simple, ce n'est pas grave. Mais s'il y a une cystoscopie avec une intervention avec effraction de la muqueuse, avec une intervention, là, il faut la prendre en charge et la traiter. Et on verra que la recommandation est très forte par rapport au traitement de cette bactériurie asymptomatique. Bien sûr, pour retenir l'infection urinaire, ça vous le savez, il faut 2 critères. Il faut le germe, il faut les globules blancs, la leucocyturie. Donc, il faut d'abord une bactériurie, ça on le sait, et il faut un seuil de significativité déjà de leucocytes, au-delà de 10 puissance 4 par ml. Alors, habituellement, les laboratoires retiennent comme seuil de significativité 10 puissance 5. Mais vous le savez que les auteurs s'accordent à dire que des seuils plus bas pourraient nous permettre de retenir le diagnostic, par exemple chez le sexe masculin par rapport au sexe féminin, puisqu'il est censé ne pas faire d'infection et que c'est un terrain qui risque la complication. Également, il y a des germes qui sont à croissance plus lente que d'autres. Et donc, les seuils vont être plus bas que d'autres germes habituels. Sans surprise, vous le connaissez, l'Escherichia coli, c'est le principal agent pathogène incriminé dans les infections urinaires, aussi bien compliquées que non compliquées. Et on a malheureusement ce constat, ce sont 2 études marocaines, l'une faite à Marrakech et l'autre à Meknès, un pourcentage croissant d'antibiorésistance, notamment au C3G et au fluoroquinolone par rapport à cette molécule. Vous voyez qu'en vert, de l'autre côté, là où il y a encore un peu d'espoir, c'est l'imipenem, l'amicacine, la colistine et la phosphomycine. C'est pour ça que pour traiter dans l'antibiothérapie probabiliste, alors on parle d'antibiothérapie probabiliste, notamment quand on est obligé de traiter dans l'urgence sans attendre avant d'avoir le résultat de l'antibiogramme qui ne sort qu'après 48 heures. Donc, notamment, par exemple, pour traiter une pyélonéphrite aiguë, simple ou autre. Donc, pour traiter de manière adéquate
selon ces éléments directeurs, il faut tenir compte de l'écologie microbienne, c'est-à-dire normalement, on devrait avoir des sortes de données des laboratoires de ville et des laboratoires de l'hôpital par rapport à l'écologie microbienne, aux résistances, etc., pour pouvoir démarrer un traitement avant d'avoir le résultat. Bien sûr, il y a une règle, quand le patient a déjà pris une fluoroquinolone dans les 6 mois précédant l'épisode, on ne traite pas par une fluoroquinolone, quelle que soit l'infection en cause, pulmonaire, digestive ou autre. Et puis, dans le traitement des cystites simples, on préconisera des antibiotiques dont le taux de résistance à moins de 20%, mais pour les autres infections urinaires, on sera beaucoup plus agressif et on utilisera des antibiotiques avec des taux de résistance de moins de 10%. Bien sûr, quand il y a un risque d'infection urinaire à BLSE, il faut tenir compte du risque individuel en fonction des antécédents du patient. Alors maintenant, je vais parler de chaque pathologie à part, de chaque cas clinique à part. Donc d'abord, la cystite aiguë simple. Je rappelle que ça concerne une femme jeune, non enceinte, sans aucun antécédent. Alors pour le diagnostic, les recommandations sont claires. La bandelette urinaire peut être suffisante. On n'a pas besoin de CBU. Si une patiente se présente à notre consultation avec des signes urinaires et que la bandelette urinaire est positive, on est en droit de traiter sans demander le CBU. D'accord, c'est la cystite aiguë simple, donc la bandelette urinaire recommandée et le CBU n'est pas recommandé en première intention, sauf s'il y a une mauvaise évolution, une persistance des signes, etc. Le traitement, alors en première ligne thérapeutique, malheureusement, ce sont des molécules qui existaient sur le marché et qui sont source de rupture et de reprise. Et c'est des molécules qui ne coûtent pas cher et qui peuvent régler vraiment le problème de ces infections urinaires. Donc en première intention, on prescrit soit de la phosphomycine. J'ai mis exprès les mots commerciaux en rouge pour que vous les reconnaissiez. Donc le monuril ou la phosphomycine règle énormément ce problème de cystite, d'autant plus que c'est en une prise unique. Donc moi, souvent, par exemple, je vous en parlerai dans les infections urinaires récidivantes, ou bien même il y a des confrères qui, quand ils vont à l'heure de congrès à l'étranger, ils ramènent avec eux des boîtes de monuril qu'ils gardent pour les malades. C'est très utile. Il y a aussi le pivméthylinam, c'est le Selexid, qui, lui, nécessite une prise d'un comprimé 2 fois par jour pendant 5 jours et qui est très bien adapté également dans ce contexte. Les recommandations européennes préconisent également la furadentine, le furazide, qui n'existe pas malheureusement également au Maroc, qui a été en rupture. Alors en termes de surveillance de la cystite aiguë simple, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de consultation systématique après un épisode de cystite simple, ni de CBU, ni de bandelette, et qu'on pourra réévaluer, comme je vous ai dit, que s'il y a une persistance des symptômes ou qu'il y a une aggravation, auquel cas on complétera par un ECBU avec un antibiogramme. Deuxième cas clinique, c'est la pyélonéphrite aiguë simple. Et là, le diagnostic nécessite bien sûr un ECBU. Et les recommandations, quoique les Françaises ne le recommandent pas systématiquement, mais moi, devant une pyélonéphrite aiguë, l'échographie s'impose. Et également, c'est le cas pour les recommandations européennes qui préconisent de faire systématiquement une échographie rénale et pourquoi pas même un uroscanner si besoin. Comment la traiter, cette pyélonéphrite aiguë simple, c'est-à-dire, je rappelle simple, c'est-à-dire qu'elle va survenir chez une femme jeune, non enceinte, sans aucun facteur de risque. Donc, le traitement sera en ambulatoire, si c'est possible. Dans ce cas, ce sera la voie orale. S'il y a des signes qui, par exemple, des fois, vous avez des patientes, notamment dans notre contexte, soit que c'est une pyélonéphrite aiguë qui est mal tolérée ou bien un mauvais contexte socio-économique où la patiente ne pourra pas prendre le traitement correctement, on pourra l'hospitaliser. Et là, on passera du traitement en intraveineux. Et la préférence est donnée au fluoroquinolone, suivi par les céphalosporines 3e génération, puis l'aminoside. La durée du traitement, si vous utilisez de la lévofloxacine, est de 5 jours uniquement, 7 jours si fluoroquinolone, et si c'est de la micacine, ce sera 5 jours. Donc, vous voyez que la durée varie de 7 à 10 jours en moyenne dans la pyélonéphrite aiguë simple. Qu'en est-il de la cystite à risque de complications, c'est-à-dire cette cystite qui va survenir en dehors de ce
terrain que je vous ai dit de femmes jeunes. Là, le CBU s'impose parce que ce n'est pas un terrain habituel. Et là, le traitement va dépendre des symptômes. Si on peut différer le traitement jusqu'à avoir le résultat de l'ECBU, tant mieux. Comme ça, on pourra traiter en fonction des données de l'antibiogramme. Sinon, on utilisera soit du monuril, soit du furazide en attendant d'avoir le résultat de l'antibiogramme et on traitera. Alors, qu'en est-il également de la pyélonéphrite à risque de complications? Là, quand cette pyélonéphrite survient sur un autre terrain que la femme jeune, il faut faire de la biologie, c'est-à-dire en plus de l'ECBU, on peut même faire des hémocultures, bon, pas pour les recommandations européennes. L'imagerie s'impose pour les recommandations également, et le traitement varie. Si le patient le tolère, peut se faire en ambulatoire, sinon en hospitalier. On pourra utiliser également une monothérapie en privilégiant les mêmes molécules dont je vous ai parlé, C3G, fluoroquinolone, même aminoside, et on fera une bithérapie s'il y a un sepsis. La durée du traitement, vous voyez qu'elle est minimum de 10 jours à 2 semaines maximum pour traiter ces cas de pyélonéphrite à risque de complications. Dans la pyélonéphrite aiguë grave, ça veut dire associée à un sepsis ou un état de choc septique, là, les investigations seront beaucoup plus avancées. Hémoculture, CRP, NFS, urécréatinine, uroscanner, etc. Et là, ce sera une bi-antibiothérapie systématique qui associera absolument soit une céphalosporine 3e génération avec de l'amicacine ou dans les cas, par exemple, de choc septique, surtout s'il y a des antécédents de BLSE, on aura besoin d'utiliser de l'imipénem ou des carbapénem associés toujours à de l'amiclin. Et bien sûr, la durée du traitement, vous le voyez, elle est de 10 à 14 jours. Et parfois même, elle dépasse les 21 jours si l'uroscanner met en évidence un abcès rénal. Il faut traiter là beaucoup plus longtemps. Alors là, je vous ai parlé des recommandations européennes quand je parle à risque, plutôt françaises, à risque de complications. Comme je vous ai dit en début de ma présentation, les recommandations européennes, elles ne font pas la distinction. Une fois que ce n'est pas une femme jeune, pour elle, tout le reste, elle considère que c'est des formes compliquées, notamment si c'est une grossesse, un diabète. Vous avez ici tous les facteurs de risque associés aux complications. Et également, elle préconise d'utiliser, comme j'ai dit tout à l'heure, une bithérapie dans les formes compliquées, la ciprofloxacine par voie orale si le taux de résistance reconnu en écologie microbienne est moins de 10%, sinon de la biantibiothérapie associant C3G et aminoside. Qu'en est-il de l'infection urinaire masculine? Je vous l'avais dit, on considère que c'est une prostatite, on la gère comme une prostatite. Alors, dans ce cas de figure, l'échographie n'est pas systématique, mais le traitement probabiliste va être démarré. En première intention, ce seront soit des C3G ou des fluoroquinolones, et surtout pas le monuril. Le monuril a une très faible diffusion tissulaire, de même que le furazide, donc il n'est pas adapté chez l'homme, plutôt chez la femme. Et donc, la durée de traitement, on verra qu'elle peut atteindre jusqu'à 3 semaines en fonction de la molécule utilisée. Minimum, c'est 2 semaines sous fluoroquinolone de traitement chez les hommes. Les infections urinaires récidivantes, je vous en ai parlé, on a dit pour les retenir, il faut 3 épisodes sur 1 an ou 2 épisodes sur 6 mois. Alors là, les recommandations, vous savez, les recommandations européennes, il y a une mise à jour annuelle. Alors la mise à jour de 2022 a concerné que ce chapitre des infections urinaires récidivantes. Tout le reste était identique aux recommandations anciennes de 2021. Donc, ils ont insisté déjà sur tout ce qui n'est pas antibiotique, c'est-à-dire les mesures thérapeutiques non médicamenteuses. Notamment, d'abord, bien sûr, le CBU s'impose pour faire le diagnostic, augmenter les apports hydriques. Donc, augmenter les apports hydriques, 1,5 litre jusqu'à 2 litres par jour pour améliorer la clairance et l'élimination des germes urinaires. Alors, je vous ai mis en gras deux éléments dans ces thérapeutiques. C'est les œstrogènes par voie vaginale et le vaccin. Les œstrogènes parce que les études ont démontré que la flore vaginale jouait un rôle très important dans la protection
contre les infections urinaires. Et donc, c'est particulièrement adapté chez les femmes au stade de ménopause pour lutter contre la sécheresse et améliorer cette flore vaginale. Le vaccin, je vais en parler tout à l'heure, il a prouvé son efficacité dans la prévention et le traitement des infections urinaires. On va en parler tout à l'heure. Bon, les recommandations parlent aussi des probiotiques pour cette fameuse flore vaginale, de la canneberge, quoique les essais sont contradictoires. Le démanose, on verra que c'est un sucre qui n'est pas absorbé c'est-à-dire notamment qui est parfaitement adapté pour les diabétiques. Et le démanose a des propriétés vraiment de lutte contre l'adhésion de l'Escherichia coli à la paroi urothéliale et qu'on trouve le démanose dans de la myrtille, dans même la canneberge, dans les pêches. Donc ça a un grand rôle et ça se vend sous forme de poudre également qu'on peut prendre en prévention. Il y a aussi les nouvelles techniques d'instillation endovésicale d'acide hyaluronique qui a prouvé son efficacité. Et puis l'antibiothérapie, elle a été préconisée surtout dans les infections urinaires post-coïtales ou bien dans le cadre d'une antibioprophylaxie quand il y a des infections urinaires, on verra à très forte répétition. Et donc, pour le traitement prophylactique non antibiotique, j'insiste sur les apports hydriques suffisants. L'immixtion non retenue, souvent on a des jeunes femmes, par exemple lors de voyages en avion ou ailleurs, c'est-à-dire qui se retiennent pour éviter d'aller dans des toilettes publiques. Donc l'immixtion retenue favorise l'infection urinaire, et donc il faut inciter les gens à ne pas retenir l'immixtion. Régulariser le transit intestinal parce que la flore digestive joue également un rôle dans les infections urinaires. C'est un geste simple, mais souvent, vous savez, quand on pose la question aux patientes, elles ne s'en rendent pas compte. La toilette d'avant en arrière. Il faut insister. On a l'impression que tout le monde le sait, mais ce n'est pas vrai. Souvent, on a des malades en consultation qui ne connaissent pas ce geste hygiénique. Bien sûr, l'arrêt de l'excès de propreté n'est pas bon pour la flore et favorise les infections. L'arrêt d'utilisation des spermicides, les œstrogènes, et favoriser tout ce qui est sous-vêtements, souple, en coton, ample, surtout chez les femmes. Il y a une recrudescence des infections urinaires chez les jeunes filles depuis l'utilisation, la mode des leggings et voilà, tout ce qui est serré. Voilà. Alors, toujours dans le traitement prophylactique, donc les probiotiques, il y a des probiotiques à base de lactobacillus. C'est un germe saprophyte de la flore vaginale féminine qui normalement prévient les infections urinaires. Les œstrogènes et la canneberge également qui inhiberaient l'adhésion bactérienne à l'urothélium. Le vaccin dont je vous ai parlé, en fait, c'est ce nom commercial-là. C'est un extrait de 18 souches d'Escherichia coli qui est efficace et avec une très bonne tolérance, mais il nécessite une prise continue. Et cette méta-analyse espagnole a démontré que ce vaccin prévenait et la dysurie, et l'infection urinaire, et la bactérie, du moins à 6 mois. Maintenant, les données à plus long terme, on n'en dispose pas encore. Le démanose dont je vous ai parlé, c'est ce sucre qui est non digéré, c'est-à-dire qu'il n'est pas assimilé par l'organisme, qu'il bloquerait l'adhésion d'Escherichia coli, qui serait efficace et qui est disponible sous forme de poudre que le patient peut prendre. Enfin, il existe différentes thérapeutiques, c'est la mode de la phytothérapie, des vitamines, et donc différentes plantes médicinales, de vitamines, de minéraux ont prouvé leur efficacité en termes de prévention de l'infection urinaire, soit en bloquant l'adhésion de l'Escherichia coli, soit en alcalinisant les urines. Donc, devant des cystites récidivantes, on privilégiera en première intention ces thérapeutiques non pharmacologiques. Maintenant, si une antibiothérapie s'impose, par exemple, si la patiente fait moins d'une infection urinaire par mois, on traitera au cas par cas. À chaque fois qu'elle fait une infection, on traitera et à chaque fois, on changera d'antibiotique. Mais si elle fait plus d'une infection par mois, là, une antibioprophylaxie va s'imposer. En post-coïtal, on pourra proposer de prendre un antibiotique 2 heures ou avant le rapport sexuel. Sinon, dans toutes les autres situations, on peut préconiser une antibioprophylaxie. Alors, les recommandations préconisent d'utiliser le Delprime ou à défaut, c'est-à-dire le triméthoprim isolé, on n'en dispose pas au Maroc, sinon du Cotrim, c'est-à-dire avec du sulfaméthoxazole à 1 comprimé par jour. Sinon, moi, ce que je prescris beaucoup pour mes patients, s'ils ont la capacité de ramener du monuril, c'est la phosphomycine,
une prise tous les 7 à 10 jours, mais on ne démarrera cette antibioprophylaxie qu'après avoir stérilisé les urines. D'accord ? D'abord, il faut traiter l'infection, puis prescrire l'antibioprophylaxie. On la donnera pendant au moins 6 mois et bien sûr, on réévaluera 2 fois par an pour voir s'il y a nécessité d'utiliser toujours cette antibioprophylaxie. Alors, cette antibioprophylaxie, malheureusement, expose au risque de résistance et au risque d'avoir des diarrhées à Clostridia difficile. Qu'en est-il de la bactériurie asymptomatique? Je vous ai dit qu'il y a eu 2 situations où les recommandations sont claires par rapport au traitement de cette bactériurie asymptomatique. C'est surtout quand il y a en pré-urologique, en préparant un patient qui va avoir une intervention urologique avec effraction de la muqueuse, là, il faut traiter cette bactériurie, même si le patient est asymptomatique, même s'il n'y a pas de leucocyturie, et chez la femme enceinte également. Et donc chez la femme enceinte, vous verrez que les recommandations préconisent de faire un dépistage systématique à partir du 4e mois de la grossesse et dès le 1er mois chez les femmes qui ont des antécédents, notamment de diabète ou d'uropathie. Et on traitera, regardez, en fonction des données de l'antibiogramme, en première intention avec de l'amoxicilline, sinon avec le pivmécilinam ou la phosphomycine. Donc vraiment, cette phosphomycine, j'espère qu'on pourra faire la pression sur le ministère et sur les acteurs pharmaceutiques pour nous ramener, encore une fois, ces molécules dont on a besoin. Ce qui est préconisé également, c'est de surveiller ces patientes. On refera un ECBU après 10 jours de traitement et par la suite, le CBU se fera de manière mensuelle jusqu'à l'accouchement. La cystite chez la femme enceinte, elle sera traitée en premier choix soit avec du monuril, soit avec du Selexid. Et le traitement, donc ce sera soit un traitement minute pour la phosphomycine, soit 7 jours de traitement pour le Selexid, avec également un ECBU mensuel. La pyélonéphrite aiguë, elle, chez la femme enceinte, est considérée comme à risque de complications et donc elle nécessite une prise en charge beaucoup plus approfondie, beaucoup plus rigoureuse, hospitalisation, bilan sanguin, échographie, bilan de retentissement fœtal et avec une surveillance étroite et des ECBU de contrôle. Voilà donc pour conclure les infections urinaires. Donc définir une infection urinaire se repose sur 2 éléments, bactériurie et leucocyturie. Et la bactériurie sera à traiter, comme je vous ai dit, bactériurie asymptomatique, notamment dans un contexte de grossesse ou d'effraction de la muqueuse lors d'interventions urologiques. Il faut qu'on essaye de limiter au maximum la prescription de fluoroquinolone. On a eu ces prescriptions à tort à travers de ciprofloxacine à dose unique pour le traitement de cystite simple, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de résistance. Il faut qu'on insiste sur le rôle du microbiote vaginal et digestif, d'accord ? Il faut essayer de le préserver. Il y a malheureusement ce problème de disponibilité de ces antibiotiques recommandés. Des fois, ils nécessitent des ATU, des fois, ils sont en rupture. Et puis, il y a de nouveaux antibiotiques, heureusement, qui voient le jour pour traiter ces infections urinaires qui sont résistantes. Les vaccins, comme je vous l'ai montré, ont prouvé leur efficacité. Et comme je vous ai dit en début de ma présentation, ce sont des infections qui deviennent de plus en plus courantes avec l'utilisation des inhibiteurs de SGLT2, aussi bien dans le cadre du traitement de la néphropathie diabétique ou du diabète, ou dans le cadre maintenant du traitement de l'insuffisance cardiaque. Je vous remercie. Merci, le professeur Khayat, de votre exposé qui a été très clair et exhaustif. Alors, s'il y a une ou 2 petites questions, s'il vous plaît, pas plus, parce que le temps quand même est presse. Magnifique présentation, professeur. Par rapport aux infections urinaires récidivantes, par rapport au diabète et par rapport au vaccin, à partir de quand préconiseriez-vous un vaccin afin d'éviter les infections chez ces personnes-là? À partir du moment où je pose le diagnostic d'infection urinaire récidivante, je préconise le vaccin. C'est-à-dire au-delà de 4 épisodes par an, 3-4 épisodes, je préconise de faire le vaccin, surtout si je suis devant un terrain de diabète ou de facteurs de risque, parce que c'est un terrain à risque de complications. Merci.
Merci beaucoup, professeur. J'ai une question de biologie. En pédiatrie, nous recevons souvent, et justement vous avez parlé de la bactériurie sans leucocyturie. Quoi faire dans ce cas? C'est ma première question. Ma deuxième question, quelles sont vos indications concernant les bandelettes urinaires? Est-ce que quand on reçoit un ECBU, bon, je suis biologiste, quand on reçoit un ECBU, on fait systématiquement la bandelette, et donc c'est un plus concernant donc les détails. Bon, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on ne le fait pas systématiquement. Quels sont vos conseils dans ce sens? Alors, par rapport à votre première question, la bactériurie asymptomatique chez l'enfant, je pense que les recommandations sont claires. On ne les traite pas, sauf que l'infection urinaire, si c'est une infection urinaire, là, les investigations sont beaucoup plus poussées parce qu'on considère qu'il y a une malformation urinaire jusqu'à preuve du contraire. Mais traiter une bactériurie asymptomatique en pédiatrie, c'est-à-dire les recommandations sont claires. Maintenant, moi, j'ai fait une mise à jour par rapport aux recommandations chez l'adulte, mais chez l'enfant, on ne traite pas les bactériuries asymptomatiques, sauf s'il y a une intervention chirurgicale avec, par exemple, résection d'une valve de l'urètre postérieure qui est préconisée chez les enfants ou autres malformations. Par rapport à votre deuxième question, c'était les indications. Alors, la bandelette urinaire est particulièrement indiquée en médecine générale et en médecine de ville pour traiter rapidement un patient sans attendre le résultat de l'ECBU. Et j'ai dit que c'était particulièrement adapté dans le cas d'une cystite aiguë simple chez la femme, et surtout chez l'homme, elle a une haute valeur prédictive positive. Un patient qui vient se présenter, un homme avec des signes urinaires, et je fais une bandelette, et je trouve qu'il y a une leucocyturie et la présence de nitrate, je ne vais pas attendre le résultat de l'ECBU, je vais démarrer tout de suite une fluoroquinolone. Bien sûr, d'abord, je vais faire le prélèvement pour l'ECBU. Maintenant, par rapport à l'avantage de la bandelette urinaire par rapport à l'ECBU en tant que biologiste, c'est-à-dire pour vous, biologiste, je ne sais pas, parce que la bandelette urinaire, dans l'infection urinaire, elle va détecter nitrite, leucocyte, et c'est tout. L'albumine, c'est-à-dire hématurie même, l'hématurie, il faut la confirmer toujours avec un ECBU, c'est-à-dire une bandelette urinaire positive au sang, ne veut pas dire qu'il y a du sang. Oui, ça nous donne des informations. On aime bien avoir. Moi, généralement, quand je demande un ECBU, d'abord, nous, les néphrologues, on ne demande plus l'ECBU que pour l'histoire d'infection urinaire. Ça nous donne une idée sur le sédiment urinaire, sur cette barrière de filtration. Donc, j'aime bien avoir déjà les données de la bandelette, parce que la bandelette va me détecter de l'albumine, et donc, ça peut m'orienter. En plus, le reste, comme je vous ai dit, de l'ECBU va me détecter des cristaux, c'est-à-dire je peux très bien avoir un ECBU stérile, mais beaucoup d'éléments qui vont m'orienter vers une néphropathie glomérulaire. Et la bandelette urinaire peut m'orienter si je détecte 3 croix ou plus d'albumine. D'accord? C'est-à-dire je n'aurai pas besoin de... Déjà, ça va m'orienter... parce que, comme vous le savez, avoir une infection urinaire va fausser cette albuminurie. On a tendance à avoir une albuminurie. Mais quand le CBU est stérile, je vais gagner du temps. C'est-à-dire, si le biologiste me répond déjà à la bandelette 3 croix d'albumine, je vais aller dans le sens néphropathie et demander plus tard protéinurie de 24 heures, etc. Ça rend service. Merci. S'il vous plaît. J'ai deux petites questions. Oui. La première, chez les sujets qui ont un seul rein fonctionnel. Oui. Est-ce que cela représente un cas particulier dans le traitement d'une infection urinaire? La deuxième petite question concernant le partenaire. Est-ce que dans le cas d'infection urinaire, on s'intéresse aussi aux partenaires ou non? Merci. Non, les infections urinaires ne sont pas considérées comme des maladies sexuellement transmissibles. C'est-à-dire, donc, partenaire, s'il est symptomatique, il faut voir pourquoi il est symptomatique, il faut traiter. Mais ce n'est pas une MST. Donc, par rapport à votre deuxième question, donc on traite la personne qui est symptomatique, celle qui a ou une bandelette ou autre chose. Vous avez la bandelette pour vous orienter en population générale. Un patient qui a un rein unique, c'est un patient quand même à risque, donc qu'il faut traiter. Donc, c'est considéré comme une infection sur un terrain
compliqué, il faut traiter de manière, c'est-à-dire correctement, avec une monothérapie ou une biantibiothérapie, selon les symptômes cliniques, il faut traiter rigoureusement. Merci beaucoup, professeur Khayat.